casse-tête. Encore une fois, Écran Baveux s'aventure dans les terres de l'intraduisible pour aller là où presque aucun Français n'est jamais allé. Parce que Black Seven n'est en effet connu que sous sa langue anglaise. Puis encore, il est parlé dans un accent inhabituel qui sera d'autant plus difficile à appréhender puisqu'il a été tourné non pas par les hégémoniques américains, mais par la perfide Albion. Malgré son âge, la série Black Seven a acquis un statut culte en Grande-Bretagne. Il est fort possible donc que cette vidéo soit scrutée depuis l'île Briton et que la moindre erreur ou imprécision puisse valoir représailles et vengeance. C'est pourquoi Écran Baveux compte sur la fierté française pour bouter les attaques ennemies et protéger ainsi l'émission. Black Seven Vasistas. Dans un avenir lointain, l'humanité a réussi à dépasser la barrière de la lumière et à conquérir d'autres systèmes planétaires. Une grande partie de ce que l'humanité a conquis est sous la gouvernance de la Fédération qui siège sur Terre. Bien qu'elle se présente comme une démocratie, avec un président et un organe de justice prétendu impartial, la Fédération est en vérité une dictature qui a pour but de s'étendre et de contrôler. Roche Blake vit, comme tout citoyen modèle, dans une bulle géante confinée dont l'accès extérieur est interdit. À la base, il s'agissait de protéger les hommes d'une apocalypse nucléaire. Depuis longtemps, elle s'est estompée, devenant un moyen de contrôle pour une fédération totalitaire émergente. Il est un jour contacté par des amis qui se révèlent faire partie d'une cellule d'opposants et de rebelles. Il se révèle que Blake était un ancien chef de la révolte qui jusque-là ne menait que des missions de sabotage. Mais Blake fut arrêté et reconditionné pour qu'il désavoue ses actes en public, avant de voir sa mémoire effacée et d'être réinséré en tant que citoyen modèle. C'est le moment que choisit la Fédération pour massacrer dans le secret toute la cellule qui allait se rendre sans opposition. Le traumatisme menace de réveiller ses mémoires, mais il est condamné au cours d'un procès fantoche pour pédophilie, élément qui sera rapidement oublié par la série, peut-être parce qu'ils ont considéré que la chose était de trop mauvais goût. Il sera étonnant que la Fédération ne se serve pas de cette affaire pour décrédibiliser Blake dans tout l'espace. Blake est envoyé vers une colonie pénitentiaire. La chance veut que sur le chemin, son vaisseau de transit croise un autre vaisseau inconnu et alien, technologiquement très avancé, qui dépasse ses connaissances humaines et totalement vide et prêt à l'abordage. À l'aide de quelques compagnons recrutés dans les autres prisonniers, Blake s'empare du vaisseau nommé le Liberator pour l'occasion, qui deviendra l'égérie de la série pour 3 saisons afin de commencer sa croisade contre la Fédération. Ça ne fait aucun doute, le créateur de la série n'a pas aimé Star Trek et sa fédération tentaculaire, qui représentait les valeurs américaines supérieures dont le progressisme, même s'il n'est pas absent de la série de 1967, a été quelque peu galvaudé. Black Seven se veut son revers plus sombre. La Fédération drogue la nourriture de la population pour limiter toute volonté de révolte, lave le cerveau de ceux qui ne peuvent pas tuer de peur d'en faire des martyrs, et les révoltes de leurs colonies sont écrasées dans le sang. De manière générale, leur méthode de contrôle se montre subtile, et un citoyen intégré au système peut se révéler, a priori, parfaitement libre de ses mouvements et d'esprit. Cela dit, le pouvoir est sans pitié contre ceux qui grattent de trop près la surface, assassinés de manière froide. Si la Fédération fantasme un contrôle ordonné sur sa population, elle n'est pas elle-même un parangon d'organisation stricte. On dénote des dissensions mineures sur les méthodes employées. Des mouvements opposés par exemple à la construction d'humains modifiés appelés les mutoïdes. Le gouvernement est corrompu et ses membres, des ambitieux sans scrupules assoiffés de pouvoir. Maximum power. C'est le cas de Servalan, émanation de la Fédération dans ce qu'elle a de plus corrompu, d'avare en puissance et calculateur. On retrouve aussi des références aux anciennes colonies britanniques ou la tolérance de crimes de guerre tant que cela sert les intérêts du pouvoir. Personnifié dans le personnage de Travis, qui finira éventuellement désapprouvé mais soutenu en toute discrétion tant qu'il reste décidé à éliminer Blake. Cela n'est représenté principalement que dans la première saison, et si la saison 2 continue quelque peu sur cette lancée, les saisons suivantes s'éloigneront peu à peu du sujet. Postulat assez rare, mais qui reste discret derrière l'orientation plus axée aventure
Blake Seven, assez tôt, prend un virage axé science-fiction fantastique, malgré son incipit plus politique. Et outre les pièges du jour commis par le zélé Travis, les menaces que devront affronter l'équipage du Liberator se révéleront être non pas la Fédération, mais des aliens, des scientifiques amoraux, des monstruosités d'autres dimensions, De multiples monstres de satellites, des créatures dangereuses, puissances ennemies, des vendeurs d'assurance. ton plus orienté horreur, ce qui fait de Blake Seven une série sœur du Doctor Who original, plus qu'un véritable anti-Star Trek. Justement, c'est une série sœur du Doctor Who, puisqu'elle partage la même chaîne de diffusion, la BBC, les mêmes méthodes de production et le même côté cheap. Le format est différent, Doctor Who ce sont des serials, histoires brisées en 4 à 6 épisodes de 25 minutes, tandis que Blake Seven a des histoires complètes en épisodes de 50 minutes, ce qui l'oblige souvent à intégrer 2 intrigues très différentes au sein d'un même épisode pour combler la durée. On y retrouve le même compositeur, Dudley Simpson, qui officie sur Doctor Who entre 1964 et 1980, et qui fait presque toute la musique de la série. Il a quelques éclairs, mais sinon c'est un compositeur peu remarquable, ce qui n'est pas aidé par l'orchestre très réduit. Les deux séries partagent également quelques scénaristes. Robert Holmes, considéré comme un des meilleurs écrivains de Doctor Who, y écrit 4 scripts. Chris Butcher, qui a également contribué à quelques scénarios pour les histoires du TARDIS, et le script editor, c'est-à-dire le correcteur des scripts, est donc l'une des voix principales de Blake Seven. Mais le nom le plus important est le concepteur du projet, Terry Nation, le fameux créateur des Daleks qui les inventa jadis dès le 2e serial de Doctor Who. Nation réussit l'exploit de scénariser les 13 épisodes de la première saison à lui seul, avant de s'effacer progressivement. Même s'il n'en sera pas le seul coupable, ces scripts ignorent parfois la cohérence pour forcer l'intensité dramatique, ou de laisser les personnages devenir franchement stupides quand ça arrange le déroulé du scénario. Ça trahit la vieillesse de la série. Et bien qu'il y ait une continuité, on constate également qu'on introduit des éléments sans être capable de leur donner suite. Les mutoïdes, par exemple, ne joueront pas un grand rôle tout au plus dans la première saison. De même que seront oubliées les accusations fantoches de Blake, et la série se révèle coupable de ne jamais préciser certains détails qui devraient pourtant être importants pour la cohérence des récits. Blake Seven est une série des années 70. Ça se sent. Visuellement, c'est méga cheap. Les décors oscillent entre carton-pâte, terrain vague et carrière en guise d'environnement alien, usine désaffectée pour base de la Fédération, et les costumes reflètent une idée assez particulière de ce que le futur réserve comme fashion style. Bienvenue dans la SF estampillée BBC. Oh look, rocks! La mise en scène a quelque chose de théâtral. Quelque chose qui se ressent par le décor laid, le jeu ou les petites erreurs techniques. Les effets spéciaux sont réalisés avec peu de moyens. Pour les intérieurs, le tournage se fait en vidéo, c'est-à-dire sur bande magnétique, la pellicule étant réservée pour les extérieurs. Parfois, les deux formats alternent l'un à la suite de l'autre. La méthode pour filmer de l'époque consiste également à tourner plusieurs angles de vue en même temps et monter sans trop aménager les prises. La série est donc très dialoguée et contient peu de scènes impressionnantes visuellement, d'où cette impression très théâtrale. Le concept, Résistance contre Empire Galactique, est très simple. Quelle coïncidence, Star Wars sortira à peu près en même temps, c'est de 1978. Mais la subtilité vient des personnages convoqués. Loin d'être des rebelles convaincus, c'est un équipage disparate de criminels rassemblés par simple intérêt personnel, dirigé par un seul combattant de la liberté. Where are all the good guys? You could be looking at them. What a very depressing thought. La psychologie des personnages est très dépendante des envies des scénaristes. Généralement, elle reste minimale. Cependant, on met tout de même en avant la dynamique et le charisme de ces personnages. L'équipage de Blake est composé de 7 individus, Blake inclus, qui donne son titre à la série. Blake est un idéaliste. C'est le seul personnage du groupe, à part Kali, une rebelle également, qui veut réellement renverser la Fédération pour le respect des valeurs humaines, et aussi un peu parce qu'il en en fait baver. Personnage héroïque qui sauvera autant que possible les faibles et les innocents. Il a donc les réactions habituelles de héros idéalistes. Menacé de sacrifier les gens qu'il connaît à peine pour le forcer à se rendre, et il se rendra. Mais il n'est pas un jeune premier naïf. Il sait qu'il a sous ses ordres des criminels, et que ceux-ci peuvent faire passer leurs propres intérêts au-dessus de sa cause. En réaction, il se montre très autoritaire pour garder la main, voire manipulateur sur les bords. Ça se ressent encore assez peu dans la saison 1, mais ça prend plus d'ampleur à partir de la saison 2, où le combat de Blake devient beaucoup plus difficile, et le personnage gagne un peu plus d'ambiguïté. Dans le même genre d'idée,
Blake se sert également de techniques de coercition à l'encontre de tout civil dont il requiert l'aide, même contre sa volonté. C'est à partir de cette saison 2 qu'il se voit prêt à faire des compromis, tenter d'obtenir l'appui de la mafia pour obtenir plus de ressources, et si cela échoue, prendre le contrôle de leurs plantations de drogue pour les amener à négocier. De manière générale, la saison 2 s'intéresse de manière plus concrète à ce qu'est la lutte contre la Fédération, aux choix et aux compromis, aux rouages politiques, ce qui la rend plus intéressante, bien que plus inégale, puisque désormais se succèdent plusieurs scénaristes qui ne sont pas toujours au niveau. Ses intentions restent purement héroïques, mais dans un univers très individualiste, Blake réagit en montrant une grande dureté. Sa détermination inlassable à combattre la Fédération et les compromis qu'il envisage finissent par l'isoler de son équipage, scission catalysée par Avon qui ne tarit jamais de reproches envers lui. Avon est la caution cynique de la série. Opposé à l'idéalisme blakien, il ira jusqu'à le traiter, de façon exagérée, de fanatique. Par l'opposition entre Blake et Avon, le combat de Blake se trouve dès le début critiqué. Avon est plutôt partisan de vivre avec leur richesse sans remous plutôt que d'un affrontement direct, à terme autant destructeur qu'inutile. On ne donnera jamais tort ni à l'un ni à l'autre, résultant un équilibre précaire entre les deux personnages. Gan et Jenna sont des personnages assez peu exploités malgré un potentiel intéressant. Gan sert de géant au cœur tendre, qui s'est vu implanter un limiteur dans la tête qui l'empêche de tuer, ce qui en fait un handicapé. Jenna est une ancienne contrebandière, mais la série s'en sert comme une sorte de Blake bis, mais en plus effacé, quoiqu'elle n'est pas aussi intéressée que lui dans la révolte. Villa est le pleutre comique, il ne se distingue pas tant par sa peur, qui pourtant ne l'empêche jamais d'agir, que par sa faiblesse d'esprit. C'est lui qui fait le truc stupide qu'il ne fallait absolument pas faire, mettant les autres dans une merde noire. Sa faiblesse en fait la tête de turc du groupe, qui permet de les camper comme des gens peu recommandables, mais c'est aussi le meilleur voleur de toute la galaxie, et sa capacité à outrepasser les portes sécurisées en fait un allié très précieux. Dans la seconde moitié de la série, les scénaristes cesseront d'en faire un boulet, le laissant déployer une certaine intelligence dormante qu'il gaspillait jusque-là sous ses faiblesses. Kelly ne vient pas de la Terre, mais de la planète Auron. C'est une colonie de la Terre, mais il faudra 3 saisons pour que les scénaristes se décident à ce que ce ne soit pas une alien de l'espace. Elle est elle-même formée aux techniques de guérilla, quoique ça s'évaporera au fur et à mesure. Elle a des pouvoirs télépathiques qui seront quelquefois utiles pour communiquer aux autres à distance. Son rôle consiste surtout à introduire la fameuse SF fantastique. À ce sujet-là, Kelly a plusieurs légendes exportées de la planète Auron qu'elle pourra raconter pour soutenir l'arrivée de ces individus surpuissants peu recommandables. Son pouvoir lui sert surtout à se faire posséder par l'entité malveillante de passage. Oui, la télépathie en fait c'est un pouvoir de merde. Lorsque Kelly disparaît après la saison 3, elle emporte avec elle cette SF horrifique. Coïncidence peut-être, mais c'est assez démonstratif. Zen, l'ordinateur de bord, est lui aussi compté comme membre de l'équipe. Mais son rôle sera plus tard réduit avec l'apparition de l'agaçant super ordinateur Orac dans la saison 2. Mine d'informations très précieuse et guirlande mécanique à ses heures perdues. Le Liberator est un vaisseau techniquement très avancé, construit par des extraterrestres qui ne seront pourtant pas rattachés à une sorte de fil rouge, écriture 70s oblige, qui n'a cure de faire une histoire où tout est organiquement lié. Plus rapide que n'importe quel autre vaisseau connu, doté de capacités de régénération en cas de coup dur, il peut tenir tête jusqu'à 3 vaisseaux de combat standard et conserve des coffres entiers d'or et de vêtements. Le Liberator dispose d'une technologie révolutionnaire, la téléportation, qui permet à l'équipage d'infiltrer et de s'échapper des bases de la Fédération rapidement, les rendant très efficaces dans leurs opérations de raid. Grâce au Liberator, Blake a un avantage sérieux qui lui permet de tenir tête aux troupes de la Fédération. Servalan espère autant s'emparer du vaisseau que de capturer Blake. Cependant, cet avantage technique reste limité. Ce n'est qu'un seul vaisseau, aussi Blake préfère les stratégies d'évasion et de guérilla. Bien que l'équipage de Blake soit tous des criminels, tous restent disposés à le suivre dès le départ. Heureusement, il y a Avon. Avon est le seul qui se permet de représenter une force de dissension dans l'équipe. Il se pense plus intelligent que le reste, ce qu'il démontre fréquemment, et est fortement individualiste. C'est aussi lui qui les répliques qui tue. When you get Zen working, ask him to prescribe something for a headache, will you? I got this shocking pain right behind the eyes. Have you considered amputation?
Les British raffolent de héros cyniques qui insultent leurs compagnons à loisir. Celles d'Avon font leur effet. Il faut avouer que son acteur Paul Darrow y est pour beaucoup. Il met dans sa voix monocorde une intensité qui permet à chacune de ses répliques de trancher comme le rasoir. C'est d'ailleurs pour ça que son menton est toujours impeccable. Chaque matin, Avon se rase à coups de ses propres répliques. C'est efficace. Les dialogues sont très importants, puisqu'ils constituent le support sur lequel doit tenir les scripts, à défaut d'avoir des effets spéciaux et des visuels convaincants. Et oui, c'est l'aspect théâtral de la série. Le vocabulaire a beau être relativement accessible, il n'est pas en son bon mot et tâche d'être aussi piquant que possible. Merci à Avon. Le combat de Blake étant déséquilibré, il trouve celui-ci suicidaire. Cependant, le Liberator est pour lui une ressource trop précieuse pour l'abandonner. C'est pourquoi il suit Blake malgré tout, dans l'espoir de prendre éventuellement possession du navire. Quoi qu'il arrive, son destin est intrinsèquement lié à celui de Blake. C'est pour cette raison que leur duo est la chose la plus mémorable de la série, car Avon, malgré tout, semble manifester un certain attachement à Blake. Malgré l'ensemble hétéroclite, ce qui fascine avec ce groupe, c'est leur capacité à rester unis malgré leur individualisme forcené. C'est un peu dû à l'autoritarisme et aux manipulations de Blake, qui doit les maintenir au possible sous son contrôle. C'est lui qui impose cet objectif de résistance à tout le groupe. Mais par la force des choses, ils restent ensemble même sans lui, acquérant un certain attachement entre eux, tous conscients qu'ils n'ont pas vraiment nulle part où aller. De fait, un des thèmes qui les lie est la question de la confiance. My people have a saying, a man who trusts can never be betrayed, only mistaken. Life expectancy must be fairly short among your people. Blake les a liés ensemble, et c'est pour cela que la série porte son nom, quand bien même le personnage titre disparaît au milieu. À la fin de la saison 2, Gareth Thomas, qui joue Blake, décide de quitter la série. Jenna fera de même. C'est donc naturellement qu'Avon, au bonheur des fans, devient la figure tutélaire de Blake Seven. Pour compenser le départ de Blake et Jenna, sont invoqués deux nouveaux personnages. Dana, introduite comme Artemis, c'est une experte en armes, elle aussi sera sous-exploitée. Seule la saison 4 lui offrira un épisode dévoué, c'est l'un des pires épisodes. Tarrant est plus ou moins le jeune premier volontaire. Il ressemble un peu à Blake physiquement, mais même s'il montrera plus de générosité et d'héroïsme qu'Avon, c'est un pirate, et il a peu d'intérêt dans la rébellion. Son arrivée dans la série met à mal Avon, car il lui dispute le commandement du navire sans que personne ne puisse prendre le dessus, créant de nouvelles tensions dans l'équipage. À cause de ça, et au cours de toute la 3e saison, il n'y aura pas véritablement de personnage principal. Le scénariste semble avoir du mal à choisir entre lui et Avon. En l'absence de chef, la série devient elle-même plus individualiste. Elle multiplie les épisodes exclusivement centrés sur un des membres de l'équipage. La force de cette saison se trouve dans ces épisodes qui laissent le temps à ces personnages de s'exprimer. C'est aussi la saison qui aurait dû conclure la série avec l'épisode terminal sur une bien piètre fin. Depuis le départ de Blake, l'équipage du Liberator s'est désintéressé de la rébellion. Il faut dire que la saison 2 se concluait sur une guerre interstellaire, d'où la Fédération en ressort exsangue, au point de perdre sa mainmise, propice au chaos et à la fin de la dictature. Mais on ne montre que très peu ce chaos, et les informations à ce sujet ne parviendront qu'au compte-gouttes, et de manière très confuse. La série a beaucoup perdu de la disparition de Blake. Without Blake, the Liberator's no immediate threat to our plans. No, Madam President. Well, the crew have no political ambitions. They are merely criminals. Aboutissant à cette conclusion pauvre, où l'état de la Fédération se trouve très flou. Eh bien, la Fédération était bien en ruine. On le sait, c'est énoncé au début de la saison 4. Et oui, la série a été renouvelée à la dernière minute. Dans cette 4e et dernière saison, la Fédération revient en force en développant une nouvelle drogue qui lui permet de rendre les masses dociles. C'est dangereux de continuer une série après sa fin programmée. Parce qu'après, les auteurs ont peine à se renouveler, à moins de saccager ce qui a été fait précédemment. Systématiquement, ça pousse la suite à renier ce qui a été conçu auparavant, à perturber la cohérence générale de ce qui a précédé et à détruire tout ce que la fin avait de satisfaisant. Cette fin, en général, est remplacée plus tard par une fin plus sombre et moins intéressante. Blake Seven a de la chance d'un certain point de vue, puisque la conclusion de la saison 3 était confuse.
La saison 4 se révèle en plus assez solide, enfin les épisodes de la seconde moitié surtout, mais la fin se range aux stigmates précédemment évoqués. Ça ressemble à une toute nouvelle série. Nouveau vaisseau, nommé le Scorpio avec en plus une base secrète, et une nouvelle direction cette fois centrée sur les exploits criminels de l'équipage, sous le commandement d'Avon qui a entre-temps réussi à s'imposer. La série peut donc se recentrer sur son objectif, l'affrontement contre la Fédération. Cette fois, il n'y a plus d'intention politique derrière. Black Seven devient une série d'aventures sur une bande de criminels sillonnant l'espace et se battant contre la Fédération simplement pour survivre. Bien évidemment, Kali ayant quitté le navire, elle est remplacée par Soline, une autre hors-la-loi, fine gâchette, et qui sera, oui, sous-exploitée. C'est peut-être une bonne chose finalement. Avon a toute l'attitude pour se montrer froid et calculateur, mettant en danger son équipe sur le terrain, tout en s'aménageant une porte de sortie pour sa propre survie au cas où, et manquant de scrupules à sacrifier des alliés quand il estime que c'est la seule solution. Cependant, même lui se montre réticent à perdre son équipage pour rien. Et en plus, il tient ses promesses envers des inconnus, ce qui permet de garder un peu de sympathie pour le personnage, mais ça dépend. Si vous vous retrouvez seul avec lui dans un vaisseau qui a besoin de perdre 70 kg pour quitter son orbite sous peine de se cracher, et que vous faites 70 kg, sa décision sera logique et pragmatique d'un certain point de vue. À l'instar de Blake, il finira un peu isolé de son équipe, cette fois plus par sa froideur pragmatique que par l'idéalisme. Now then, Avon, what would you say if I offered you mastery of the galaxy? Oh, I would say thank you. Le but d'Avon est de chercher de nouvelles technologies et armes pour combattre la Fédération. Mais chaque tentative se solde sur un échec avec des morts à la clé. Elle culmine finalement sur une fin sombre et nihiliste qui a fait la légende de la série. Autant la dévoiler. L'équipage du Scorpio est tué, et la Fédération gagne de manière univoque. Cette fin écrite par le chef scénariste Chris Butcher, le nom est de circonstance, a causé un choc pour les spectateurs de l'époque. Beaucoup étaient très jeunes. Et puis, ça a été diffusé juste avant Noël. Bonne fête. La saison 4 était déjà une suite d'échecs, qui font du final un épisode dans cette simple continuité. Mais de manière générale, le combat semblait déséquilibré même sous Blake. Rétrospectivement, ça rend l'histoire moins intéressante. Une histoire n'a jamais beaucoup d'intérêt quand un héros a toutes les chances de perdre, et à la fin, effectivement et sans surprise, il perd. D'autant plus que, étant donné que son idéalisme est constamment remis en question, il est impossible de voir dans son combat une beauté dans le geste que bien des histoires de révolte qui se terminent mal accorderont à leur héros. Black Seven est une série un peu trop cynique pour ça. Et ce, même si dans un certain sens, il reste du côté de Blake. La fin est si frustrante que ça a ouvert la voie à des fanfictions multiples et variées, parfois lus par les acteurs de la série eux-mêmes, parfois des textes écrits par ces acteurs, qui racontent la suite, où de manière systématique, on découvre qu'Avon a survécu et sillonne encore la galaxie. Si la fin a pris cette forme-là, c'est à cause du changement de direction qu'a subi la série en cours de route. Avon n'agissait pas en résistant. Il a cherché à voler des banques et à cambrioler d'autres criminels ou à trouver des armes, mais on ne le voit pas attaquer des bases de la Fédération, ni à contacter des résistants et à les organiser. Quant à la fameuse drogue, il l'a laissée se développer jusqu'à devenir applicable en masse, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a tenté de créer une coalition avec les dirigeants de planètes encore libres. Mais il était déjà trop tard. Contrairement à Blake, Avon est resté désintéressé de la politique jusqu'au bout, et là est son erreur. Tu parles d'un pragmatique. Le changement de protagoniste a donc amené un changement de paradigme. D'une série sur le combat contre la dictature à une série sur une bande de malfrats en liberté. Le final n'est pas tant la fin des idéaux de Blake, mais la mort d'une bande de criminels et le retour de l'ordre. Law must be established before the benefits of law can be restored. It is the day of the bounty hunter. Thieves, killers, mercenaries, psychopaths are as unwelcome now. La série s'est tant transformée qu'elle a perdu de vue ce qu'elle était à la base, condamnant du même fait la révolte. Malgré une saison supplémentaire solide, mais détachée du reste par la direction qu'elle choisit, Black Seven est une série culte. Pour son ton aventuresque, pour ses décors cheap mais charmants, pour ses dialogues, pour son combat politique,
Et enfin, pour le charisme d'une équipe composée d'individualistes qui, bon gré mal gré, resteront ensemble jusqu'au bout, même jusqu'à la mort, tout en apprenant à se faire un petit peu confiance. Blake Seven est une série sombre, dont la noirceur tente à se développer au fur et à mesure, mais qui est tenue par des personnages solides, dont le dynamisme forme le cœur de la série. Et ainsi se finit une longue émission d'écran bas. Qu'est-ce ? Les British sont en voie de représailles en vertu des erreurs commises dans cette vidéo. Absurde. Il ne peut pas y en avoir eu autant que ça. Oh. They're locked on.